Récemment, j'ai fait une grande variété de jeux excellents. Armored Core 6, le dernier From Software qui était vraiment incroyable, Elden Ring, incroyable, Baldur's Gate 3, je suis en train de commencer et je trouve ça vraiment fantastique. J'ai pu Anno 1808 aussi, je crois que c'est ça, hein, c'est 1800 ou 1808, attendez, je regarde tout de suite. Anno 1800 hein, sur PS5. Tous ces jeux sont exceptionnels. Mais ces jeux peuvent, entre guillemets, se ranger dans des cases assez facilement. Armored Core 6, c'est le meilleur jeu de mecha de tous les temps, un jeu d'action. Anno est un jeu de stratégie, en vue du dessus, hein, de gestion. Mais Fear and Hunger, Termina, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un JRPG, un jeu d'horreur de survie, certainement un roguelike, à cause de sa RNG, de ses variations de cartes, c'est même un dungeon crawler pour le premier du nom. Et alors, Fear and Hunger Termina, ce JRPG d'horreur, de survie, développé sur les bases de son prédécesseur de presque toutes les manières. Mais nous avons très peu de termes pour définir ce jeu. Cela me semble une progression étrange. Qu'est-ce que je ressens à ce sujet ? Beaucoup ont posé la question, et je pensais que personne ne s'en souciait. Je pense que même si Fear and Hunger 2 et Fear and Hunger premier du nom sont définis avec précision par ces genres, mettons l'accent sur le fait que Fear and Hunger 2 n'est vraiment pas linéaire, même si les événements sont assez statiques, jouer de manière fiable et attendue lorsque vous effectuez des actions similaires à une partie précédente, va changer complètement la terminaison et la dynamique. Les interactions des joueurs avec les PNJ constituent le chemin le plus direct vers une chance de survie plus élevée, que ce soit grâce à leur compagnie, assurant la sécurité en nombre, ou simplement en les tuant, ce qui va vous permettre d'absorber leur âme acide et de veiller à vos propres fins néfastes, et en veillant seulement à ce qu'une personne de moins, bien sûr, se dresse entre vous et votre survie, car Fear and Hunger est aussi un battle royale quelque part, surtout Termina, c'est vraiment un battle royale. Il y a aussi cette histoire de sommeil, avec ces 3 nuits découpées entre matin, midi justement et soir, donc 3 temps pour chaque nuit, ce qui vous fait 8 sauvegardes justement, qui vous fermeront certaines opportunités, qui vous en offriront d'autres. Tout ça fait du jeu un jeu particulier, vraiment particulier. Le joueur doit à chaque fois peser le risque de perdre tout ce qu'il vient de faire ces deux dernières heures. Alors, il risque aussi de perdre l'opportunité de recruter un concurrent dans son groupe ou simplement de tuer facilement une cible qui deviendra très difficile après avoir subi sa brûlure de lune. Vidéo aussi dédicacée sur la chaîne si vous n'avez pas les brûlures de lune. C'est une des caractéristiques déterminantes de Fear and Hunger Termina. Si seulement il y avait un genre qui venait à l'esprit pour ce style particulier de gameplay émergent. Vous le savez, vous avez vu le nom de la vidéo. Effectivement, on pourrait dire que c'est du genre des simulateurs immersifs, un immersive sim. Maintenant, il y a un débat très animé sur ce qui est ou pas un immersive sim. Je suis relativement confiant sur le fait que Fear and Hunger Termina ferait l'affaire, non ? Si je m'arrête à la définition Wikipédia, un immersive sim, simulation immersive, est un genre de jeu vidéo qui met l'accent sur les choix des joueurs. Sa principale caractéristique repose sur l'utilisation de systèmes de simulation qui répondent à une variété d'actions du joueur, combinées à l'accès à un large éventail de capacités. Cela permet de mettre en place des solutions créatives et variées comprises par le jeu, impliquant des situations de gameplay émergents, dépassant le cadre de ce qui avait été initialement conçu par les développeurs, à ne pas confondre avec les systèmes de jeu qui laissent place au choix du joueur dans un sens restreint, ou des systèmes qui laissent au joueur la possibilité d'échapper facilement aux conséquences de ses actes. Les immersive sim, par définition, permettent des approches multiples et incorporent généralement des éléments d'autres jeux du genre, comme des jeux de rôle, de l'infiltration, des jeux de tir FPS, des jeux de plateforme ou du survival horror. Bien qu'ils proposent généralement des environnements plus réduits par rapport aux jeux à monde ouvert, ils tendent vers un gameplay non linéaire permettant aux joueurs de progresser comme ils le souhaitent, de remplir des quêtes secondaires au fil de l'intrigue principale. Les immersive sims sont généralement associés aux jeux développés par Looking Glass Studio et Arkane Studio. Le premier jeu de la communément reconnu comme un immersive sim est Ultima Underworld. On peut également citer Dark Project, la Guilde des voleurs, Dark Project 2, System Shock 2, les premiers Deus Ex, et chez Arkane, Dishonored est considéré comme un immersive sim ayant une excellente réputation et considéré comme un chef-d'œuvre du genre. Le terme immersive sim peut également être utilisé pour décrire la philosophie de conception de jeu à la base du genre immersive sim. Utiliser des systèmes de jeu interactifs, réactifs et cohérents afin de créer des situations de gameplay émergents et de donner aux joueurs une sensation d'autonomie. Et c'est très vrai.
Dans Dishonored, par exemple, il existe un système de chaos qui ajuste le comportement des gardes selon la violence et le désordre dont le joueur est à l'origine. Cela encourage le joueur à tenter différentes approches de la mort afin de rendre les prochaines confrontations moins pénibles ou plus pénibles. Ce système a été supprimé dans Dishonored, la mort de l'Outsider. Mais c'est vrai que Dishonored, c'est un très bon jeu en utilisant le parcours ou d'autres capacités semblables, se glisser derrière lui à l'aide d'un équipement, des passages cachés qui vous permettent de contourner le garde, de créer une diversion qui éloigne le garde de son poste, de convaincre de soudoyer le garde afin qu'il nous ignore, ou de l'attaquer directement pour le tuer. Ces choix peuvent être limités par les compétences du personnage, bien sûr, l'inventaire, les conséquences du joueur. Par exemple, tuer ou étourdir le garde pourrait mener à la découverte du corps, élevant ainsi le niveau d'alerte des autres gardes. C'est vrai tout ça. Dishonored, c'était un très bon jeu. Et c'est vrai qu'on retrouve des points similaires de Dishonored ou même de Baldur's Gate dans Fear and Hunger Termina. Le fait de pouvoir parler avec ses personnages dans son équipe, Fear and Hunger Termina, c'est un truc qu'on peut faire aussi dans Baldur's Gate, même si la façon de faire est différente, le fond reste le même. Donc oui, et pareil pour Dishonored, effectivement, on reste sur un jeu, il y a tellement de solutions différentes, mais pourtant, les premiers jeux de la série Elder Scrolls ne sont pas des immersive sims. À partir de Oblivion, on fait basculer la série dans le genre, effectivement, immersive sim. Un exemple notable, je ne sais pas si vous l'avez fait, c'est un jeu du nom de Gone Home, en 2013. Un jeu d'exploration narrative dans lequel le joueur doit examiner l'état et les objets d'une maison afin de reconstituer une série d'événements qui ont lieu. Le jeu est très très court, Gone Home. C'est un jeu que j'avais fait moi aussi en 2013, qui est un jeu très intéressant justement dans une petite maison. Et tout le long du jeu, moi je m'attendais en fait à avoir un script qui apparaît à l'écran, je sais plus comment on dit, mais à avoir, voilà, en tout cas un ennemi qui va me surprendre, et en fait ça n'arrive pas du tout. Alors, je viens de vous spoiler une grande chose dans le jeu, mais après il est très court, il fait 1 heure. Lancez Gone Home et vous verrez que vous risquez sans doute de vous faire avoir, vous pensez que vous allez vous lancer dans un jeu. Moi je m'attendais à jouer à Amnesia, et en fait j'ai joué à un jeu d'1 heure que j'aurais pu réaliser quasiment, alors je sais pas comment ils ont fait, mais je pense que s'il y a un logiciel, quand je vois certains logiciels qui ont l'air de ressembler à RPG Maker XP, je pense qu'avec un logiciel de production nouveau et pas mal d'heures de prise en main, effectivement, c'est quelque chose qui est faisable. Dishonored 2, lui aussi, n'a pas atteint les ventes annoncées par le succès du premier opus, par contre. C'est vrai que c'est des genres aussi qui sont difficilement concevable en fait pour des équipes réduites. Déjà c'est compliqué à faire un tel jeu effectivement qu'un immersive sim, et en plus c'est pareil, c'est des jeux qui sont très particuliers, qui nécessitent je pense déjà des connaissances dans le monde du jeu vidéo. Tout le monde ne peut pas jouer tout le monde peut jouer à Fear and Hunger en réalité, mais je pense qu'il va y avoir une petite friction à l'entrée. Voilà, moi je vois par exemple avec ma meuf ou avec un pote qui va être pas forcément à l'aise sur le jeu vidéo, il va pas comprendre directement certaines mécaniques. Après le jeu est quand même très simple, très accessible, et il faut pas avoir peur de recommencer. Si on est prêt à recommencer à chaque fois qu'on meurt, vous finirez par prendre du plaisir, et ça reste quand même un jeu très 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 sympa, très agréable. Sinon j'aurais pas fait autant de vidéos sur cette chaîne. Une caractéristique unique aussi de Termina, c'est que je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de jeu avant qui permette de planifier activement comment et quand vos compagnons de voyage vont mourir. De plus, il existe plusieurs façons de gérer les ennemis dans l'Overworld, qui mettent en évidence les choix du joueur, tandis que dans une expérience de jeu plus typique, comme Resident Evil, vous pouvez choisir d'utiliser votre réserve limitée de munitions pour éliminer un ennemi qui pourrait bloquer un chemin que vous devrez emprunter plus tard. Fear and Hunger Termina, effectivement, a beaucoup de points communs avec Resident Evil premier du nom, ça c'est sûr. Lorsque vous serez confronté à des ennemis effrayés, affamés, vous aurez également beaucoup plus de mal à considérer de quel type d'ennemi il s'agit. En quoi est-il faible par rapport aux ressources que je dispose? Qui pourrait être efficace contre lui? Est-ce que cet ennemi est si dangereux au combat que je devrais essayer de le tuer dans l'Overworld avec des fusils, des pièges à l'ours? Et si oui, combien cela va-t-il prendre afin d'être raisonné, persuadé, de baisser sa garde? Peut-être qu'il a une vulnérabilité. Un des personnages les plus forts dans Fear and Hunger, avec une tête de cochon, peut en fait être tué juste en utilisant Talk. Et des choses comme ça transpire dans Fear and Hunger en fait, au même titre que dans Baldur's Gate 3 là.
Baldur's Gate 3, il y avait un moment, je tombe sur une plaque, mon personnage ne peut pas la lire, et Ombrecoeur, que vous avez recruté juste avant, peut la lire. Et en fait, c'est la même chose. Vous allez arriver à Maarbre dans Fear and Hunger premier du nom, vous vous posez pas de questions, mais si vous arrivez avec le garde des Ragva, eh ben, il se passe quelque chose directement. Donc je veux dire, cela ne se limite pas seulement aux ennemis. Pensez à toutes les interactions que vous pouvez avoir juste avec une porte, par exemple. Et je parle pas au sens figuré, je parle bien d'une porte au premier sens du terme. Vous pouvez la crocheter, vous pouvez obtenir la clé, et vous pouvez faire le tour. Il n'y a jamais de mauvaise réponse. Et on va compléter et quasiment terminer cette vidéo avec un des exemples que je préfère, l'obstacle majeur de Fear and Hunger Termina. Le premier obstacle majeur qui va s'imposer aux joueurs. Entrer dans la ville de Prague. Une double porte cadenassée bloque le chemin du joueur. Et en fait, vous avez plein d'itinéraires alternatifs vers la ville. Si vous avez la chance et que vous obtenez une paire de coupe-boulons sur une étagère à côté, vous pouvez sauter complètement et vous avez juste à casser le cadenas. Vous pouvez utiliser crochetage ou utiliser les clés d'égout d'Henrik pour entrer dans les égouts et sortir de la grille quelque part dans le centre-ville. Les joueurs qui ont la compétence court-circuit peuvent accéder aux égouts également sans les clés ni les crochets de serrure tant qu'ils ont une seule small key. Ou si vous avez la craie et de la Bible en peau de Navushka, vous pouvez dessiner un sceau sur cette cabane avec des cadavres mutilés à l'extérieur. Si vous avez joué au jeu une seule fois, vous savez de quelle cabane je parle. Et ben, vous pouvez faire pousser un arbre, vous grimpez en haut de cet arbre pour atteindre les bois plus profonds à laquelle vous pouvez accéder à la ville via le carrefour ouest. Mais gardez à l'esprit que prendre cet itinéraire ne vous donne pas accès à l'égout central où vous pouvez toujours simplement suivre le chemin standard, aller chercher les 2 clés. 2 rencontres difficiles seront sur votre chemin et pourtant c'est très facile d'acquérir les clés sans combattre personne, car le maire abandonne sa clé si le joueur parvient à maintenir une conversation civilisée avec lui. Conversation civilisée qui est assez dure à maintenir dans un jeu complètement anglais. Ça aussi, mais ça va vous faire travailler votre anglais. Ne vous limitez pas vraiment à ça. Surtout si vous êtes jeune. Dans le Tunet 7, si Abella est recrutée ou si vous jouez avec elle, l'itinéraire d'Abella est choisi et le joueur n'a aucune ressource de progression. Vous devez passer un temps de jeu au moins avant l'arrivée du maire, ce qui signifie que vous serez exclu d'au moins une interaction qui pourrait potentiellement rendre votre jeu beaucoup plus facile. Un autre mécanisme très intéressant qui rend le jeu très dynamique est celle des brûlures de lune, des Moonscrosh, mais ça, j'ai une vidéo entière de 20 minutes qui s'appelle « Devenir le pire vous », donc qui concerne les brûlures de lune et qui est bien sûr sur la chaîne. Ça va rendre le personnage non recrutable, insauvegardable, généralement hostile et dangereux, et peut-être considéré comme une conséquence d'un temps de jeu trop long ou trop passif, et cela ne se produira souvent que si le joueur hésite à tuer ou sauver ses camarades. Après, j'en ai rencontré quand même pas mal justement des formes de brûlures de lune, et pourtant, je pense que j'ai pas été trop lent ou trop passif, peut-être un peu. Après, il faut aussi connaître en fait le jeu. De toute façon, c'est plus vous jouerez, plus vous connaîtrez le jeu, et plus ça sera facile pour vous. En tout cas, c'est un très gros jeu réalisé avec RPG Maker, et pourtant, ce jeu a des mécanismes complexes, intégrés dans le gameplay de façon intelligente. Chaque conséquence est ressentie de manière tangible. Les ressources sont essentielles. Le choix de les utiliser ou pas, afin de savoir, et ça, c'est toujours présent, c'est un genre qui exige que vous prêtiez une attention particulière à ces systèmes et votre récompense pour ce faire en ayant une multitude de méthodes pour atteindre un objectif et plusieurs chemins divergents. Termina est un excellent jeu qui mérite vraiment que vous passiez beaucoup de temps dessus. C'est probablement un immersive sim, je vois pas pourquoi ça ne le serait pas. En tout cas, toute la recette de ce jeu, tous les éléments dans ce jeu sont présents pour faire un jeu très intéressant, très cool. Donc n'hésitez pas à aller jouer à Fear and Hunger et Fear and Hunger Termina, à vous abonner à cette chaîne, à regarder d'autres vidéos sur le jeu et à mettre ce que vous souhaiteriez voir pour la suite en commentaire. On se revoit très bientôt, il y a des grosses vidéos qui sont sorties là d'1h40, bientôt une vidéo de 5h et bientôt plein d'autres choses sur Fear and Hunger Termina qui vont arriver, qui vont vous plaire. J'attends de voir une autorisation pour qu'on parle des prochains personnages de Fear and Hunger Termina. Qui seront les prochains personnages de Fear and Hunger Termina? J'attends l'autorisation, donc abonnez-vous, pouce bleu, la vidéo va être cool dès qu'elle va sortir.